Bonjour et bienvenue dans le dernier Smart Woman de l'année 2023. Donc Smart Woman, c'est l'émission qui donne le pouvoir aux femmes, où chaque mois, des personnalités, des hommes, des femmes viennent partager leur expérience personnelle et témoigner de leur conviction que les femmes doivent prendre leur juste place dans toutes les sphères de pouvoir, ce qui veut dire qu'elles doivent diriger des entreprises de toute taille, qu'elles doivent intervenir en tant qu'expertes dans les médias, qu'elles doivent s'investir à l'égal des hommes dans les filières scientifiques. Enfin bref, tout cela étant une question de justice, mais surtout finalement une question de performance économique et puis l'assurance d'une écriture plus équilibrée du futur de nos sociétés. Alors aujourd'hui, pour parler de tout cela, je vais recevoir tout d'abord Émilie Besson, qui est une entrepreneure, qui est fondatrice de la Fabrique du Nom et qui est également coordinatrice de l'association Femmes de Territoire à Angers. Alors en effet, jusqu'à présent, j'avais choisi de faire parler des dirigeants ou dirigeantes d'associations qui accompagnent les femmes dans l'entrepreneuriat, mais j'ai trouvé intéressant de faire également témoigner celles qui en avaient bénéficié pour qu'elles valorisent les atouts qu'elles y avaient trouvés. Ensuite, le grand témoin du jour sera Estelle Giacoma. Estelle Giacoma, qui est la présidente d'un de nos plus prestigieux campus, qui est l'Université de Paris-Saclay. Et nous évoquerons bien sûr avec elle le manque de filles dans les filières scientifiques, justement. Et enfin, dans cette période préparatoire de fête, j'aurai le plaisir de recevoir Karine Nebotte, qui est la directrice générale de la maison Caviari, spécialisée dans le caviar, le saumon et autres délicieux produits délicatessen. Voilà, donc je commence tout de suite en accueillant Émilie Besson. Bonjour Émilie Besson. Bonjour Madame Capot-Bianchi. Bienvenue sur le plateau de Smart Woman. Alors comme je l'ai dit en introduction, Émilie, je vous ai invité pour que vous parliez de l'accompagnement que vous aviez eu par Femmes de Territoire. Alors Femmes de Territoire dont j'ai reçu l'énergique présidente, je crois qu'on peut dire cela, Marie-Éloi, qui est venue en août 2022. D'ailleurs, j'invite les auditeurs qui ne l'auraient pas entendu à aller l'écouter sur Bismart en replay ou sur des plateformes de streaming. Alors Émilie, on va parler aussi bien sûr de vous, pas uniquement de l'accompagnement. Donc après un parcours qui était universitaire, vous avez fait un doctorat en sciences humaines. Vous aviez envie de travailler dans tout ce qui était santé en ligne notamment, enfin bon bref, mais pas. Différentes raisons ont fait que ça n'a pas abouti. Et là, vous vous êtes dit que vous alliez prendre votre destin en main en vous lançant dans l'aventure entrepreneuriale. Mais comment faire? Vous n'aviez pas de formation particulière à cet égard, vous n'étiez pas dans un milieu qui vous accompagnait pour cela. Et donc voilà. Et alors, vous allez nous raconter maintenant la fête des voisins 2016. C'est un teasing, ça. Effectivement. Comme vous l'avez si bien dit, je n'étais pas dans le bas entrepreneurial, pas sensibilisée par l'université à l'époque. Et je souhaitais me lancer dans l'entrepreneuriat, sachant pas trop dans quel domaine, parce que comme j'étais d'un milieu intellectuel, donc pas facile de savoir ce qu'on peut faire sur le terrain. Et effectivement, c'est au cours d'une rencontre entre voisins, la fête des voisins, j'ai rencontré une voisine qui était elle-même entrepreneur, qui avait terminé son accompagnement à l'époque à la BGE. Et comme c'était la seule personne qui était dans l'entrepreneuriat autour de moi, on a eu des connivences, des affinités pour pouvoir se mettre dans un petit coin dans cette fête, pour pouvoir discuter de son projet. Et forcément, comme moi, ça m'attirait sans oser l'avouer, parce que forcément, quand on ne vient pas de ce milieu, c'est peut-être assez mal vu. Donc j'étais super contente effectivement de pouvoir échanger sur cette thématique avec une personne qui était vraiment dans le bain, qui était accompagnée, parce que je ne connaissais pas ce milieu-là. Donc je lui ai parlé de mon envie sans savoir où aller. Et elle m'a dit... Allez, on y va, je vais demain à un pique-nique entrepreneur à la BGE, tu vas voir ce que c'est et peut-être que ça te conviendra, mais moi je suis enchantée. Et ça a commencé avec cette connivence féminine finalement, de se dire je t'emmène parce que tu ne connais pas. Et ça, j'ai trouvé ça fantastique d'avoir cette énergie et de me dire enfin je vais pouvoir rencontrer des personnes qui ont cette énergie-là. Comme quoi, enfin là c'est déjà une première démonstration que la rencontre des autres, en l'occurrence d'une personne, permet justement d'aller vers son envie véritablement. Alors de ce fait, vous avez appris entre guillemets le travail d'entrepreneur, si tant est qu'on puisse le qualifier ainsi, par BGE, donc qui est un réseau également d'accompagnement qui tourne très très bien. Et vous avez ensuite, enfin ou simultanément, vous avez connu la plateforme donc de Femmes de Territoire. Alors qu'est-ce que ça vous a apporté? Qu'est-ce que vous avez retiré des uns
et des autres. Qu'est-ce que ça m'a apporté? En fait, c'était un petit peu pendant la période du confinement, donc j'étais accompagnée également par BGE la première année de mon entrepreneuriat. Ce que ça m'a apporté, en fait, c'est de pouvoir avoir cette plateforme numérique au départ, parce qu'elle était surtout connue pour c'était la première Femmes de territoire avait développé une très belle plateforme effectivement digitale. Attirée par cette forme d'entrepreneuriat et d'échange entre femmes, déjà entre femmes. Donc j'allais régulièrement sur cette plateforme. Et à l'époque, j'allais en Bretagne plutôt pour aller sur les ateliers parce qu'il n'y en avait pas à Angers. Et ce qui m'attirait, c'était parce que en fait, c'était ce groupe de femmes qui s'entraidaient naturellement, sans avoir cette histoire de chiffre d'affaires, de carte de visite. Vraiment une entraide, une solidarité pour sortir de son quotidien et se baigner dans cet univers entrepreneurial que l'on n'a pas, pour apprendre des codes. Parce qu'on a des formations, effectivement, mais les codes du terrain, on les a entre nous, entre personnes du terrain, forcément. bien sûr. Et ça s'apprend pas, et ça ne se décode pas dans les livres, ça s'apprend au contact des autres. Donc j'ai bénéficié vraiment de cette introduction aux codes sociaux de l'entrepreneuriat, j'ai bénéficié de l'entraide, et aussi, chose importante, quand on ne vient pas de ce milieu, j'ai bénéficié, et je continue d'en bénéficier, et je fais profiter aux autres aujourd'hui, de cette mise en relation avec les acteurs de l'écosystème local. Parce que moi, je travaille à Nantes et à Tours, et étant en danger pour ma famille, mes enfants, je ne connaissais pas du tout le tissu économique local. Donc ça m'a permis de savoir quels étaient les acteurs à quel endroit. Et ça, c'est très important, parce que monter son entreprise dans un réseau entre nous, c'est pas suffisant, mais de savoir qu'on est entouré et que ce n'est pas une association déconnectée de la réalité, c'est important. Alors c'est important parce qu'effectivement, comme vous dites, il y a le côté entraide qui est très important et qui permet, c'est la force d'un réseau, de se sentir soutenu, de rencontrer des personnes qui ont les mêmes sujets à traiter et éventuellement les mêmes questions qui se posent. Et en même temps, le fait que vous soulignez l'importance de la rencontre qui là est business, parce que de rencontrer des acteurs du monde socio-économique, c'est déjà un premier pas vers le business. Donc ça, c'était également... et de ce fait, vous avez créé vous-même l'antenne finalement d'Angers pour faire... Oui, parce que je ne retrouvais pas cette atmosphère justement de bienveillance, mais en même temps de bienveillance tournée autour de l'entrepreneuriat, parce qu'on n'était pas là pour passer notre temps, on a d'autres choses à faire, mais vraiment pour aller ensemble, pour monter en compétences dans l'entrepreneuriat et pouvoir justement bénéficier de toute cette richesse. Et aller à Nantes, c'était pas faisable quotidiennement, parce qu'on a besoin au quotidien de cette entreprise, de cet entourage. Donc effectivement, en ayant rencontré Marie-Éloi, qui a eu la chance de nous faire une conférence à Angers, et bien en fait, ça m'a donné envie. Elles m'ont aussi entourée pour pouvoir ouvrir une antenne sur Angers. Aujourd'hui, donc Angers, ça représente combien de femmes adhérentes? Alors, ça fait une soixantaine de femmes adhérentes, donc en local, mais bien sûr en digital, nous sommes plus nombreuses. Et donc, c'est très important. Donc, 60 entreprises en germe, donc c'est très important. Alors, justement, finalement, on n'a pas parlé du tout pour l'instant, on a très peu de temps, mais vous avez donc monté il y a 4 ans maintenant la Fabrique du Nom, qui est une TPE, vous en vivez. Donc, présentez-nous, faites un peu la promotion de votre... Alors, la Fabrique du Nom, effectivement, c'est une entreprise qui est orientée sur tout ce qui est identité verbale, sensorielle et numérique. Verbale sur tout ce qui concerne la création de noms et les contenus que l'on peut avoir sur son site web ou sur les sites digitaux, enfin sur toutes les relations que l'on a sur le digital. Et puis tout ce qui est sensoriel, parce qu'au-delà de la création de logos, il y a aussi toute une expérience à faire vivre aux marques et aux entreprises autour de tout ce qui est en fait de l'odorat, de la musique, tout l'univers qui nous entoure finalement en dehors du digital et qu'il faut arriver à reproduire à travers le digital et à travers l'expérience client. Donc ça, c'est quelque chose qui me passionne, qui est justement en fait issu de mon expérience en psychologie et en sciences humaines et que j'ai pu justement transmettre pour les entreprises. Et puis le digital, l'identité numérique, parce qu'en fait aujourd'hui, même si ça existe depuis un moment, grâce à l'identité de l'intelligence artificielle, on peut créer des sociétés, des sites web sans codage. Et ça, c'est extrêmement important pour les petites structures qui ne peuvent pas avoir un budget conséquent ou une équipe dédiée à ça.
Bien, voilà, donc une entrepreneure heureuse et qui a envie de continuer. Je sais que vous avez d'autres projets, on n'en parlera pas ici, mais il y a d'autres projets devant vous. Je vous remercie pour ce témoignage parce que je pense qu'à nouveau, il faudra prendre conscience à des femmes qui ont envie d'entreprendre mais qui peut-être n'osent pas, que d'une part c'est possible et que d'autre part, l'accompagnement par un réseau c'est très important, c'est vraiment un booster très précieux. Donc merci beaucoup, merci. Merci beaucoup. Et on va parler maintenant université, votre milieu de formation, puisque je vais recevoir Estelle Jacoba. Merci beaucoup, Émilie. Merci. Bonjour Estelle Diacona. Bonjour. Merci d'avoir accepté mon invitation pour parler notamment de ce sujet important des filles dans les filières scientifiques. Alors avant de vous donner la parole, je vais faire un très bref résumé de votre parcours. Vous avez fait des études d'ingénieur, vous étiez de Polytech Nantes puis Centrale Supélec. Vous avez d'ailleurs un thème de thèse qui était le rayonnement des gaz et tout ça pour servir l'industrie des fusées notamment. Donc bon, ça parle à tout le monde, mais on voit que c'est bien du scientifique dont il s'agit. Et vous avez fait votre parcours dans le monde universitaire. Vous avez pris votre première responsabilité en 2016 où vous êtes devenue la directrice générale déléguée de Centrale Supélec. Puis après d'autres postes. Et en juin 2022, vous avez été nommée donc présidente de ce très prestigieux et important, vous allez nous en parler, campus qu'est l'université de Paris-Saclay. Et vous veniez en succession de Sylvie Retailleau, qui elle venait d'être nommée ministre de l'enseignement supérieur. Alors, avant de vous écouter sur votre expérience personnelle, je voulais que vous nous parliez en quelques mots et en quelques chiffres de Paris-Saclay. Alors, avec plaisir. Donc, l'Université Paris-Saclay prépare l'avenir, en tout cas contribue à préparer l'avenir, puisque l'Université Paris-Saclay forme, diplôme des étudiants en Bac+3, Bac+5 et Bac+8. Donc, on diplôme chaque année à peu près 20 000 étudiants, ce qui veut dire que nous avons à l'Université Paris-Saclay autour de 60 000, 70 000 étudiants. Nous préparons aussi l'avenir puisque nous faisons avancer le front des connaissances en faisant de la recherche fondamentale, de la recherche appliquée, et nous mettons aussi en œuvre des innovations, donc avec le lien avec les entreprises. J'avais noté 15% de la recherche française. Alors nous représentons environ entre 13 et 15% de la recherche publique française. Très bien. Et donc l'Université Paris-Saclay regroupe également, est un regroupement en fait de diverses, à la fois grandes écoles et universités. Hein. Alors l'université a été créée en 2020 sur la base d'historiques extrêmement solides, des historiques d'universités de renom, des historiques d'écoles, de grandes écoles d'ingénieurs de renom et d'organismes de recherche. Et ça a été effectivement une volonté partagée de ces institutions de se regrouper pour faire bénéficier l'ensemble du secteur de l'enseignement supérieur et de la recherche des points forts de chacun de ces établissements et d'aller aussi au-delà des clivages habituels dont on a beaucoup entendu parler en France entre les universités, les écoles et les organismes. Et aujourd'hui, nous sommes un bel ensemble académique au service de la société. Très bien, alors vous êtes donc à la tête de ce très bel ensemble. On peut dire d'ailleurs qu'il est également prestigieux au sens où je crois qu'il a été 15e, donc la seule université européenne à être dans le classement de Shanghai, donc on peut s'en réjouir. Alors, cette position donc, de dirigeante d'un tel univers, est-ce que c'est courant? Enfin, quel est le pourcentage de femmes dans ces fonctions? Comment ça se passe? Et dites-nous aussi ce qui vous a donné envie, vous, quand vous étiez jeune, d'aller vers l'étude d'ingénieur. Alors, je vais peut-être commencer par ce point-là. L'intérêt, voire la passion pour les sciences et la technique et les techniques, et une conviction profonde depuis longtemps que la science, au plus haut niveau, a un impact sur le quotidien, sur la société, un impact positif pour le progrès et pour une société plus juste et plus équitable. Donc c'était vraiment le point qui m'a poussé à faire des études scientifiques et finalement qui m'a aussi poussé après à rester dans le monde académique, puisque quand je suis arrivée dans mon école d'ingénieur, j'avais la ferme intention en sortant d'aller dans une entreprise pour construire, contribuer à cette construction des aspects techniques. Et puis j'y ai découvert, en faisant une thèse, j'ai découvert l'enseignement supérieur à la recherche, j'ai découvert l'impact finalement que je pouvais avoir aussi en tant qu'enseignant-chercheur, puis ensuite délégué général à Centrale Supélec, puis présidente d'université, l'impact qu'on pouvait avoir en formant les jeunes et en accompagnant nos chercheurs à faire une encore meilleure recherche et en allant encore plus vers l'innovation. Donc c'est vraiment cet aspect éducation et science qui m'a motivée jusqu'à aujourd'hui, qui est absolument passionnante. Donc pour répondre à votre première question sur la place des femmes peut-être dans l'enseignement supérieur et la recherche,
à des postes à responsabilité. Alors, au niveau des présidents d'université, par exemple, nous sommes 14 présidentes sur une petite centaine, donc 19-20%. Donc, on est autour des fameux 20% que l'on retrouve dans les postes typiquement de chercheurs, dans des domaines scientifiques, mathématiques, physique, chimie, informatique, où nous sommes environ 20-25% depuis plusieurs années femmes dans ces secteurs-là. Alors pour arriver à faire progresser ces chiffres, il faut aussi en amont qu'il y ait davantage de filles dans les filières. Alors vous me disiez que bien évidemment les chiffres ne sont pas du tout identiques entre les différentes disciplines. Donc comment ça se passe ? La question qu'on me pose souvent sur ce sujet, c'est combien y a-t-il de jeunes femmes diplômées à l'université Paris-Saclay ou présentes à l'université ? Alors, on diplôme un peu plus de jeunes femmes que de jeunes hommes, 54%. Et c'est très proche de ce qui se passe au niveau national. Là où on commence déjà à avoir une différence, c'est qu'une fois qu'elles sont diplômées, ces jeunes femmes, elles sont insérées de manière un petit peu plus difficile dans le monde professionnel. Maintenant, si on regarde à l'intérieur de l'université, il faut regarder deux aspects. Il faut regarder l'évolution au fil des cycles, donc premier cycle, master, doctorat, où là, le pourcentage de jeunes femmes diminue au fur et à mesure que l'on monte dans les cycles. Et puis ensuite, à l'intérieur d'un même niveau, regarder les différentes filières. Et là, mes 54% de jeunes filles vont de 15-20% sur des filières mathématiques, informatique, intelligence artificielle, ingénierie, à 70% sur des filières médecine, pharmacie, droit. Et puis évidemment, un spectre à l'intérieur. Et ces données-là n'évoluent pas, évoluent très peu au fil des années. Malgré le nombre d'actions extrêmement poussées que nous menons au sein des universités, à l'université Paris-Saclay, mais évidemment plus globalement dans toutes les universités françaises. Il est intéressant de regarder comment, à travers des actions nouvelles, et en particulier des formations nouvelles que nous avons ouvertes il y a quelques années, donc encore un peu tôt pour vous donner les résultats. En mathématiques, typiquement en premier cycle, donc en niveau licence, nous avons à peu près 20% de jeunes femmes dans les filières classiques. Et nous avons ouvert des licences double diplôme, donc qui permettent à des jeunes filles qui veulent à la fois faire des mathématiques et de l'économie, par exemple, ou de l'informatique et des sciences de la vie. Là, nous sommes à 47%, proche des 50%. D'accord, donc le fait de coupler permet d'attirer davantage. Alors, c'est en couple des disciplines, mais c'est aussi plus de travail aussi. C'est un double diplôme. Donc, en 3 ans, les étudiants obtiennent un double diplôme. Donc, c'est beaucoup plus de travail. Et là, il y a plus de filles. Donc, voilà, on sent qu'il y a un intérêt, donc quelque chose à suivre de près sur ces Très bien. Bon, donc à voir évoluer. Ma dernière question, c'était la relation entre l'université et le monde de l'entreprise, parce que j'avais retenu quand nous avons discuté ensemble. À un moment, vous avez une formulation qui m'a marqué, qui était de dire que les établissements, les universités devaient se sentir autorisés à assumer leur rôle d'acteur socio-économique. Donc je trouve que c'était intéressant et je pense que c'est le début de de ce que vous pouvez nous dire à ce propos. Oui. Alors c'est vrai qu'une des raisons pour lesquelles l'université Paris-Saclay a été créée, tout à l'heure je vous disais participer à la construction à l'avenir, c'est effectivement assumer ce rôle au sein d'un écosystème socio-économique. Et c'est d'ailleurs, même géographiquement, l'université Paris-Saclay est géographiquement dans un écosystème extrêmement actif avec des grands groupes, des PME et des start-up. Et assumer ce rôle, ça veut dire assumer un lien au quotidien et avec le plus d'impact possible vis-à-vis de ces entreprises, sous différents angles, sous l'angle de contribuer à leur fournir des diplômés, sous l'angle des actions que l'on peut avoir en recherche avec ces entreprises, et puis dans un sens un peu symétrique, que les entreprises viennent aussi expliquer à nos jeunes diplômés et en amont, puisque beaucoup de travail doit être fait en amont, c'est-à-dire nous menons beaucoup d'actions au sein de l'université pour en particulier attirer les jeunes filles, mais on sait bien qu'il faut agir au lycée, agir au collège, puisque c'est au moment où les jeunes réfléchissent à leur choix d'orientation au lycée, à leur choix de métier, et le rôle des entreprises à ce moment-là est extrêmement important, puisque comme je le dis souvent, il faut convaincre les jeunes, mais il faut aussi convaincre les parents, il faut convaincre la société de manière générale. Donc on va terminer sur cet appel que vous faites aux entreprises
de venir justement exprimer encore davantage leurs besoins et solidifier les liens. Et c'est sûr qu'on a tout à gagner à ce que le monde de l'entreprise, le monde de la formation soit très proche l'un de l'autre. Merci beaucoup Estelle pour ce témoignage. Bon, merci. Merci. Bonjour Karine Nebotte. Bonjour Marie-Claire. Merci et ravi de vous recevoir en cette période où vous êtes en plein boom, là, puisque Oui. c'est la fin de l'année qui se prépare. Donc vous allez nous parler de votre parcours, puis vous allez nous parler également de votre belle maison, bien évidemment. Vous êtes en effet, comme je l'ai dit, la directrice générale de Caviari et vous l'êtes aux côtés de votre frère et de l'associé historique de votre père, Raphaël Boucher. C'est en quelque sorte une direction en triumvirat Exactement. que vous avez mise en place. Alors, je rappelle simplement que c'est votre père qui a créé l'entreprise. Oui. Donc, il l'a fait en commençant à importer du caviar dans les années 70, dans le cadre de son commerce de produits de la mer. Et puis après, en 1980, il a créé une première structure qui s'appelait Astara. Et en 2001, il en est arrivé, il a rencontré Raphaël Boucher, ils étaient tous les deux chez Ediard, ils s'étaient connus, Exactement. et il a créé Caviari. Donc 2001, et au moment où l'esturgeon était devenu une espèce protégée, donc il y avait déjà une première évolution. Exact, depuis 98. Voilà, déjà. donc Oui. on pourra après revenir sur ces sujets-là. Alors vous avez rejoint le groupe donc en 2009, je vérifie. Oui. Alors dites-nous en quelques mots ce que vous aviez fait auparavant et ce qui vous a déclenché à rejoindre le groupe familial. Alors exact. Donc moi j'ai fait une école de commerce après une prépa HEC et j'ai commencé mes armes vraiment sur le terrain. D'abord chez Ralph Lauren pendant quelques années où j'ai appris bien sûr le métier de commercial, mais aussi surtout aussi l'art de créer des ambiances dans des magasins. Donc j'ai vraiment puisé un peu toutes mes inspirations chez Ralph Lauren, qui reste une marque de référence. Ensuite j'étais chez Cartier où là j'ai aussi tout fait, aussi bien du marketing, du terrain, directrice de magasin et de réseau. Et enfin, j'ai fini chez Mauboussin auprès de Alain Neymarck, qui est un peu le pape du marketing, à l'époque où il avait lancé toute sa campagne de publicité dans les métros pour rajeunir la marque. Et en 2009, mon père et Raphaël m'ont appelé, entre guillemets, en disant ça serait bien que tu rejoignes l'entreprise familiale. Mais c'était pas forcément voulu, prévu, voilà. Mais ça arrivait au bon moment, juste une année après l'interdiction du caviar sauvage. Bah oui, voilà, encore une nouvelle évolution qui faisait une transformation. Exactement. Et donc là, on s'est dit, il va falloir peut-être commencer à écrire une nouvelle histoire et à raconter déjà en racontant toute l'histoire et l'héritage de mon père, et puis créer aussi une identité de marque en faisant rêver pour faire rêver nos clients. Oui, donc finalement, votre père et Raphaël Boucher vous ont appelé au bon moment, puisque ça correspondait à vos compétences. Vous aviez acquis toute cette expérience à la fois du monde du luxe, du monde du commerce, et là, vous arriviez dans une maison qui avait tout pour que Exactement. ça soit intéressant pour vous. Je me suis un peu révélée quand même. Je ne savais pas trop ce que j'allais faire, mais ça c'est de manière intuitive. On a tout. On est parti d'une page blanche et on a écrit toute l'histoire. Voilà. Mais vous m'aviez dit, quand on a discuté ensemble auparavant, vous m'aviez dit que vous connaissiez l'entreprise parce que vous colliez des étiquettes étant enfant. Exactement. Donc voilà. Donc c'est vrai que j'ai une certaine c'est inné pratiquement. Voilà, je suis née dans le caviar et c'est vrai, je me rappelle aux époques chargées donc de Noël, mon père nous réquisitionnait, donc nous, mon frère et moi et ma mère, pour aider, pour coller les étiquettes pendant la pleine. Donc c'est assez rigolo. Alors aujourd'hui, le Caviari d'aujourd'hui, on viendra après sur les boutiques, parce que c'est une nouvelle dimension. Oui. Et le Caviari d'aujourd'hui, en termes un petit peu de carte d'identité, en termes d'atouts différenciants. Oui, on est donc on a un héritage lié à l'histoire de mon père, donc où il était importateur exclusif de caviar sauvage iranien. On a aussi une spécificité, c'est qu'on est depuis très longtemps le fournisseur des chefs étoilés. Et c'est vrai qu'on a construit notre image sur ce fait, et avec aussi toute une série de photos faites avec Stéphane de Bourgie qui met en scène un peu tous ces chefs avec la boîte de caviar. Et maintenant on a une nouvelle identité liée au retail
clientèle, avec l'ouverture de la manufacture il y a 5-6 ans, qui est un peu un lieu de vie autour du caviar, construite sur les ateliers, dans les ateliers historiques de mon père, et maintenant les délicatessen. Voilà, ça c'est la nouvelle dimension que vous venez de prendre. Exactement. Mais donc voilà, oui, voilà, vous avez présenté ce que... Mais reprenez peut-être simplement pour bien éclairer nos auditeurs. Oui. Caviari aujourd'hui, vous êtes dans la partie, il y a des éleveurs, les éleveurs font le caviar. Enfin, racontez simplement comment ça se passe. Alors nous ne sommes pas éleveurs, mais nous continuons à aller sélectionner les plus beaux grains aux quatre coins du monde. Donc à l'époque du sauvage, on sélectionnait donc le caviar en Iran, et maintenant avec l'élevage, on est partenaire de plusieurs fermes d'élevage, principalement en France, en Italie et en Chine, où là, le travail de mon père et de Raphaël, son associé, ils vont sur place pour sélectionner les plus beaux grains et travailler avec les éleveurs sur la fabrication du caviar. C'est pas simple, c'est un vrai métier. Oui, bien sûr. Ça, c'est la première étape. La deuxième étape, c'est la maturation du caviar. C'est-à-dire qu'une fois que le caviar va être produit chez les éleveurs, nous, on récupère le caviar dans les fameuses boîtes d'origine qui font rêver de 1,8 kg. Et là, on va laisser vieillir le caviar dans notre laboratoire à Ivry, où c'est aussi un vrai métier. Il faut prendre du temps. Ce que j'aime beaucoup dire, c'est que le caviar, c'est du grain et du temps, en fait. Il faut vraiment du temps pour que le caviar mature et que le sel fasse son effet se mêle aux œufs pour faire vraiment faire naître ce qu'est le caviar. Et troisième étape, c'est toute la mise en scène du caviar dans nos magasins, dans la manufacture, chez les chefs, avec aussi plein d'outils qu'on développe pour eux. Donc c'est ma partie un peu. Voilà. C'est très élaboré. Enfin, je veux dire, c'est vraiment pas un produit. Non, c'est pas un produit très élaboré avec beaucoup de travail, de passion. Ah oui, et beaucoup de passion. C'est ça. Voilà, alors vous avez justement lancé, en parlant de passion, parce que vous restez passionné par tout ce qui touche à cette mise en scène et à ce commerce très soucieux d'éthique au demeurant. Vous avez impulsé et développé donc le fait de mettre une filière B2C avec des boutiques. Vous avez racheté donc en 2017 autour du saumon, ou la maison du saumon. Alors, et maintenant, où en êtes-vous, et qu'il y a eu le temps de réflexion, et puis maintenant vous avez lancé les boutiques Caviari. Exactement. Donc on a développé avec Didier, donc le fondateur de Autour du saumon, un nouveau concept de magasin qu'on a transformé, donc les délicatessen. Et c'est vrai que c'est long. On a mis 2 ans à travailler sur le concept. Donc qu'est-ce qu'on a fait pendant 2 ans? On a bien sûr travaillé sur l'identité, quel nom on allait donner déjà aux enseignes, les recettes. Donc là, ça reste que la partie privilégiée de mon père, qui est un fou de produits. Et donc on a testé et retesté le strudel aux pommes, le gâteau fromage blanc avec un chef, etc. On a beaucoup puisé nos inspirations aux États-Unis et dans les pays nordiques pour faire un petit melting pot et construire vraiment nos délicatessen avec tout ce qu'on aime. Donc bien sûr, il y a le caviar, le saumon, mais vous les connaissez aussi. Mais il y a aussi toutes les préparations faites sur place, les rillettes de poisson, les salades végétales, beaucoup de sucré, des pirochki. Donc ça a l'air de rien, mais il faut beaucoup de temps pour finaliser ces recettes. Je peux témoigner que je vous ai vu effectivement dans une des boutiques Caviari en train d'expliquer à l'équipe, donc de partager avec eux ce que les clients disaient. Oui, puis alors ce qui est intéressant, c'est qu'effectivement, vous faites tout dans ces boutiques qui sont uniquement parisiennes à ce stade. Vous en avez 7. Et vous faites tout sur place ou à la manufacture. Voilà. Donc, dans 2 endroits, c'est vraiment fait. Ce qui est sûr, c'est que tout est fait maison. Voilà. C'est ça. Bon, en tout cas, moi, ce qui m'a... Bon, on pourrait en parler beaucoup plus longtemps. Malheureusement, le temps nous manque, mais... Ce qui m'avait beaucoup marqué tout au long de nos échanges, cette passion que vous avez pour le produit. Et quand je dis produit, c'est réducteur. Parce qu'en fait, quand vous m'avez parlé de l'esturgeon, j'ai trouvé véritablement que vous aviez une façon de parler d'un poisson, parce que c'est un poisson, mais d'un poisson qui a traversé la préhistoire, etc. Vous m'en avez parlé de façon absolument fascinante. Et vous avez bien mis en perspective la façon dont il fallait à la fois préserver une ressource rare, fragile, et dont vous aviez en même temps, dans l'éthique d'aujourd'hui, dans les modalités environnementales. Voilà. Non, mais donc, finalement, on a de la chance qu'on travaille sur un produit qui est durable, qui a traversé des milliers d'années. Et on est aujourd'hui dans... le poisson est protégé et puis donc voilà, donc on touche une ressource qui est protégée, donc ce qui est formidable. C'est formidable. Écoutez, merci beaucoup. Donc dans cette période, c'est vraiment en plus, on l'a pas fait exprès, mais ça tombe très très bien. Parfait, c'est parfait. Donc merci. Écoutez, je vais vous souhaiter de belles fêtes puisque nous sommes proches de la fin de l'année et je vous dis à l'année prochaine donc pour le Smart Woman 2024.